Dans un monde où le pouvoir prime sur la justice, une paysanne vit invisible parmi l'élite. Tout bascule lorsqu'elle interrompt une vente aux enchères pour sauver un duc de la ruine totale. Son geste la place au centre d'une dispute périlleuse contre un ennemi implacable. Désormais, elle devra prouver que le courage peut terrasser même les plus puissants. Si vous aimez les histoires d'amour et de romance, regardez jusqu'au bout, vous ne le regretterez pas. Abonnez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous écoutez cette belle histoire. Nous continuons. La dernière chose à laquelle Margot s'attendait en cet après-midi étouffant de mars était que sa vie bascule à cause d'une pièce d'1 €. Mais c'est exactement ce qui arriva, et quand tout commença, elle ne connaissait même pas le nom de l'homme qu'elle s'apprêtait à sauver. Le soleil tapait fort sur les rues du centre de Paris, et Margot marchait d'un pas pressé sur le trottoir irrégulier, évitant les vendeurs ambulants et les cadres qui la traversèrent du regard comme si elle était invisible. À 26 ans, elle avait déjà appris que les gens comme elle n'existaient pas pour les gens comme eux. Née dans un petit village au cœur de l'Auvergne, elle était montée à la capitale 3 ans plus tôt avec sa mère malade et son jeune frère. Depuis, elle connaissait bien le poids de chaque centime, la saveur amère de chaque mépris silencieux, la distance infranchissable entre ceux qui naissent d'un côté et ceux qui naissent de l'autre. Elle travaillait comme femme de ménage dans 6 maisons différentes, se levait à 4 heures du matin chaque jour et rentrait dans sa petite chambre louée à Saint-Denis presque toujours après 21 heures. Mais elle ne se plaignait pas. Elle avait réussi à inscrire son frère dans une école publique correcte, payait le traitement de sa mère grâce à l'aide sociale et mettait encore quelques pièces de côté chaque mois, une par une, avec une discipline quasi religieuse. Cette pièce d'1 € dans sa poche était précisément cela, le dernier reste de 3 mois d'économie. Elle l'avait gardé pour acheter un médicament dont sa mère avait besoin et que la pharmacie sociale ne fournissait pas. Mais ce jour-là, sans trop comprendre pourquoi, Margot avait dévié de son itinéraire habituel et marchait dans un quartier qu'elle évitait normalement. Peut-être était-ce la fatigue, la curiosité ou simplement le désir inconscient de respirer un air différent, même si c'était l'air des riches. Elle passa devant un immeuble imposant, tout de verre miroir, et vit une agitation étrange à l'entrée. Des voitures de luxe garées en double file, des hommes en costumes impeccables, des femmes avec des sacs à main qui coûtaient plus cher que ce qu'elles gagnaient en 1 an. Il y avait une bannière discrète à la porte. Vente aux enchères judiciaires, recouvrement d'actifs, famille de Montfort. Margot ne savait pas trop ce que cela signifiait, mais la porte était entr'ouverte, et les agents de sécurité ne semblaient pas prêter attention à ceux qui entraient ou sortaient. Par une impulsion qu'elle ne pourrait expliquer plus tard, elle entra. Le salon était immense, avec une grande hauteur sous plafond, des lustres en cristal et des chaises rembourrées disposées en rangées élégantes. Il y avait environ 50 personnes, toutes appartenant clairement à un monde que Margot ne connaissait que de loin, du côté de ceux qui nettoient, servent et disparaissent. Elle resta au fond, appuyée contre le mur, essayant de paraître invisible, et pendant quelques minutes, cela fonctionna. Un homme en costume gris se tenait sur la petite estrade à l'avant, un commissaire-priseur qui parlait d'un ton monocorde et professionnel. Margot ne comprenait pas la moitié des termes qu'il utilisait: garantie réelle, titre de propriété, dette consolidée. Mais elle comprenait l'essentiel. Quelqu'un avait tout perdu et voyait maintenant les derniers morceaux de sa vie vendus pour éponger ses dettes. C'est alors qu'elle le vit. Il était assis au premier rang, seul, sur une chaise qui semblait isolée volontairement. Grand, il devait avoir une 40aine d'années, des cheveux sombres parsemés de fils gris aux tempes, des épaules larges qui remplissaient son costume bleu marine avec une élégance naturelle. Mais ce n'était pas son apparence qui attirait l'attention, c'était sa posture. Il était penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes, fixant le sol. Il ressemblait à un homme qui venait de comprendre qu'il était complètement vaincu. Margot ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Un pincement. De la reconnaissance peut-être. Elle connaissait cette sensation de chute, d'être dans une impasse, de sentir que le sol allait se dérober sous ses pieds à tout instant. Elle connaissait la solitude d'être entourée de monde sans avoir personne. Le commissaire-priseur continuait. Lot 17, propriété rurale à Megève, 120 hectares, enregistrement régulier, documentation complète, mise à prix, 1 200 000 €. Silence absolue.
Margot remarqua alors quelque chose qui la rendit encore plus inquiète. Personne ne misait. Aucun des hommes bien habillés, aucune des femmes aux bijoux étincelants. Tous restaient immobiles, regardant devant eux, comme s'ils assistaient à un film triste mais prévisible. C'était comme s'ils s'étaient mis d'accord pour ne pas participer. Et là, elle comprit. Ce n'était pas seulement une vente aux enchères, c'était une exécution publique. Le commissaire-priseur attendit. 10 secondes, 20, 30. L'homme au costume bleu ne leva pas la tête. Il ne protesta pas. Il ne fit rien. Il resta là, acceptant son sort. Pas d'enchères. Le commissaire-priseur regarda autour de lui avec une expression presque gênée. Je passe donc au lot 18. C'est alors qu'un autre homme se leva. Il était assis au milieu de la salle, et en se redressant, Margot vit que la moitié des gens tournèrent la tête vers lui. Il était plus âgé, environ 60 ans, mais avec une énergie agressive, prédatrice. Costume noir impeccable, cheveux blancs plaqués en arrière, visage anguleux, yeux froids. 400 000. Sa voix coupa le silence comme une lame. Le commissaire-priseur hésita. « Monsieur, la mise à prix est d'1 200 000. » 400 000, répéta l'homme sans rate. « Et si quelqu'un ici veut me disputer ce bien, qu'il le fasse. J'attends. » Il regarda autour de lui lentement, et Margot vit quelque chose qui la glaça. De la peur. Les gens détournèrent les yeux. Personne ne dit mot. C'était comme si une menace invisible avait été proférée, et que tous l'avaient comprise. L'homme au costume bleu marine leva enfin la tête, et Margot vit son visage pour la première fois. Des traits marqués, une mâchoire forte, des yeux sombres, profonds et fatigués. Il regarda l'homme en noir, et un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose. Mais il ne dit rien. Il baissa de nouveau la tête. Cela brisa quelque chose en Margot. Elle ne savait pas qui était cet homme. Elle ne savait pas ce qu'il avait fait, ce qu'il avait perdu, pourquoi il était là. Mais elle savait ce qu'elle voyait. Quelqu'un se faisant écraser pendant que tous regardaient en silence. Et cela, elle ne pouvait le supporter. Avant de pouvoir réfléchir, avant de calculer les conséquences, avant que le bon sens ne l'en empêche, Margot fit un pas en avant. 500 000. Sa voix sortit rauque, tremblante, mais assez ferme pour être entendue. Le silence qui suivit fut absolu. Toutes les têtes se tournèrent, 50 paires d'yeux se posèrent sur elle. Le commissaire-priseur fronça les sourcils, confus. L'homme en noir resta immobile, analysant la situation. Et l'homme au costume bleu leva lentement la tête, cherchant d'où venait cette voix. Margot sentit ses jambes flageoler, mais elle ne recula pas. L'homme en noir fit un pas vers elle. « Qui êtes-vous » ? « J'ai... » Margot déglutit. « J'ai fait une offre. »« Vous » ? Il la regarda de haut en bas, et le mépris dans ses yeux était si explicite que Margot eut l'impression de recevoir une gifle. « Vous avez 500 000 euros » ? Elle ne les avait pas. Bien sûr que non. Mais quelque chose en elle refusait de faire marche arrière. « Oui, mentit-elle. » L'homme eut un sourire mince, cruel. « Montrez-les. » Margot sentit le sang lui monter au visage. Sa main alla instinctivement à sa poche, et ses doigts trouvèrent la pièce. Cette maudite pièce d'1 euro. Le dernier reste de 3 mois de sacrifice. Le médicament de sa mère. Elle la sortit de sa poche et leva la main. « I see !» La pièce brilla sous la lumière des lustres. Minuscule, ridicule, impossible. Quelqu'un au fond laissa échapper un rire étouffé. L'homme en noir regarda la pièce, puis Margot, avec une expression mêlant incrédulité et rage. « Vous vous moquez de moi ?»« Non. » Margot garda la main levée bien qu'elle tremblât. « Je fais une offre. » Le commissaire-priseur, visiblement perdu, regarda l'homme en noir, puis Margot, puis l'homme au costume bleu qui s'était maintenant complètement tourné sur sa chaise, l'observant avec une expression que Margot ne parvenait pas à déchiffrer. « Mademoiselle, » dit le commissaire-priseur essayant d'être gentil, « l'offre doit être en valeur réelle et vous devez avoir la capacité de... » Elle, là. La voix grave coupa l'air. Tout le monde se retourna. L'homme au costume bleu s'était levé. Il marcha vers Margot d'un pas ferme et elle sentit son cœur s'emballer. De près, il était encore plus imposant. Mais quand il s'arrêta à quelques mètres d'elle, Margot vit quelque chose dans ses yeux qui la surprit. De la gratitude, du respect, de la stupéfaction. « Elle, là !» répéta-t-il, regardant maintenant le commissaire-priseur. « Et son offre est valable. » L'homme en noir s'avança. « Raphaël, es-tu devenu fou ? Qui est cette femme ?»« Raphaël. » C'était donc son nom. Raphaël ne quitta pas Margot des yeux. Quelqu'un qui a eu le courage de faire ce que 50 hommes ici n'ont pas osé faire.
Le silence était désormais tendu, électrique. L'homme en noir pinça les lèvres. « Cela ne restera pas là. »« Si. » Raphaël finit par le regarder. « L'offre a été faite et j'accepte sa protection, devant tout le monde. » Margot ne comprit pas totalement ce que cela signifiait, mais elle sentit le changement de température dans la salle. L'homme en noir fit un pas en arrière, mais ses yeux étaient fixés sur elle maintenant, calculateur, menaçant. « Nous verrons bien, » dit-il avant de quitter le salon. Les gens commencèrent à se lever, à murmurer, à sortir en groupe. Margot resta où elle était, tenant toujours sa pièce, sentant qu'elle venait de sauter d'une falaise sans savoir s'il y avait de l'eau en bas. Raphaël s'approcha davantage. De près, elle pouvait voir les rides de fatigue sur son visage, les signes de nuit sans sommeil, d'une bataille longue et perdue. Mais elle voyait aussi autre chose, de la vie, comme si elle venait de la lui rendre. « Merci, » dit-il, et le mot sonna simple mais chargé d'un poids immense. Margot ne sut quoi répondre. Elle ferma simplement la main sur sa pièce. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Raphaël à voix basse. Elle réfléchit un instant, puis elle haussa les épaules, d'un geste qui masquait le tremblement qu'elle ressentait encore. Parce que personne d'autre n'allait le faire. Raphaël l'étudia longuement, puis il tendit la main. Raphaël de Montfort. Margot hésita, puis serra sa main. Elle était ferme, chaude, réelle. Margot Lefebvre. Margot, répéta-t-il comme s'il gravait le nom. Vous venez d'entrer dans une guerre et vous ne le savez même pas. Je le sais, dit-elle, même si ce n'était pas tout à fait vrai. Et alors? Pour la première fois depuis des mois, Raphaël esquissa ce qui ressemblait à un sourire. Mais cela ne dura qu'une seconde, car la porte du salon s'ouvrit à nouveau et deux hommes en costume entrèrent, l'air sérieux de ceux qui apportent de mauvaises nouvelles. « Monsieur de Montfort, dit l'un d'eux, nous devons parler d'une contestation de la vente. Elle vient d'être déposée. » Raphaël ferma les yeux un instant, comme s'il savait exactement ce qui arrivait. Puis il regarda Margot. « Me faites-vous confiance ?» La question était absurde. Elle ne le connaissait pas. Elle ne savait rien de lui. Elle venait de se fourrer dans quelque chose qu'elle ne comprenait pas par une impulsion défiant toute logique. Mais quand elle plongea son regard dans le sien, elle vit la même chose qui l'avait poussée à entrer dans ce salon, la même chose qui lui avait fait brandir cette pièce ridicule, la vérité. « Je vous fais confiance, » dit-elle, et c'est ce mot qui changea tout. Le cabinet d'avocat sentait le cuir cher et le café importé. Margot était assise dans un fauteuil en velours bordeaux qui valait plus que tout le mobilier de la petite chambre où elle vivait, et elle essayait de ne pas montrer à quel point tout cela l'intimidait. Raphaël était à ses côtés, discutant à voix basse avec trois avocats qui feuilletaient des papiers d'un air grave. De l'autre côté de la table en acajou, deux hommes en costume observaient tout avec un air de supériorité mal dissimulé. C'étaient les avocats de l'homme en noir, dont le nom Margot l'avait appris ces 2 dernières heures, était Octave Beaumont, propriétaire d'un conglomérat immobilier et l'un des hommes les plus puissants et craints de Paris. C'était ainsi depuis qu'ils avaient quitté la vente la veille. Raphaël l'avait emmené directement au cabinet, expliquant en chemin que la contestation de Beaumont était attendue, mais trop rapide. L'argument était simple et destructeur. Margot n'avait pas la capacité financière d'honorer son offre, donc l'offre était frauduleuse, et par conséquent, la vente entière devait être annulée. Et si la vente était annulée, Beaumont obtiendrait ce qu'il voulait depuis le début. Non pas les biens de la famille de Montfort, mais l'humiliation complète et publique de Raphaël, l'effacement définitif d'un nom qui, depuis 4 générations, était synonyme de respect et d'influence dans l'élite parisienne. Margot avait passé la nuit blanche, assise sur le canapé usé de son salon, écoutant la respiration lourde de sa mère dans la chambre voisine, essayant de réaliser dans quoi elle s'était embarquée. Elle ne regrettait pas son geste. Même maintenant, alors que tout s'écroulait, elle ne regrettait rien. Mais elle avait peur, une peur physique, viscérale, que son imprudence non seulement n'aide pas Raphaël, mais lui nuise encore plus. « La question est simple », dit l'un des avocats de Beaumont avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mademoiselle Lefebvre ne possède aucun bien, aucun revenu déclaré ou aucune garantie justifiant une offre de 500 000 €. L'offre est, objectivement, invalide. L'avocat de Raphaël, un homme d'une 60 d'années nommé Maître Henri Castel, ajusta ses lunettes. La validité de l'offre ne dépend pas seulement de la capacité individuelle de l'enchérisseur, elle dépend aussi de l'acceptation du créancier et de la nature de la relation entre les parties. « Quelle relation ?»
L'autre avocat de Beaumont se pencha en avant. Mademoiselle Lefebvre est une parfaite inconnue. Il n'y a aucune trace de lien professionnel, familial ou personnel entre elle et Monsieur de Montfort. Margot sentit le sang lui monter au visage. La façon dont il avait dit « parfaite inconnue » portait tant de mépris que c'en était presque palpable. Maître Castel regarda Raphaël. Ce fut un regard rapide mais chargé de sens. Raphaël acquiesça presque imperceptiblement. « Ah, il y a un lien personnel », dit Maître Castel en ouvrant une chemise et en sortant un document. « Et il sera formalisé dès aujourd'hui. » Il fit glisser le papier sur la table. Margot vit l'entête. Acte de fiançailles et engagement matrimonial. Son cœur s'arrêta. Les avocats de Beaumont prirent le document et le lurent en silence. Quand ils eurent fini, ils échangèrent un regard. « Vous êtes sérieux ?» demanda l'un d'eux. « Absolument », répondit Maître Castel. « L'offre de Mademoiselle Lefebvre n'a pas été faite par une étrangère, mais par quelqu'un personnellement engagé envers Monsieur de Montfort. Les fiançailles seront enregistrées aujourd'hui même, et dès lors, toute remise en question de sa capacité financière devient hors de propos, puisque les biens du couple sont considérés conjointement aux fins légales. » Margot arrivait à peine à respirer. Fiançailles, mariage. Elle regarda Raphaël cherchant une explication, un signe que c'était temporaire, une manœuvre juridique, n'importe quoi. Mais il fixait les avocats adverses avec une expression si contrôlée qu'elle semblait sculptée dans la pierre. « C'est ridicule », dit l'avocat de Beaumont, mais il y avait une note d'incertitude dans sa voix. « Des fiançailles annoncées, pile quand cela arrange, aucun juge n'y croira. » « Il n'a pas besoin d'y croire, dit Maître Castel calmement. Il a juste besoin de reconnaître que c'est légal. Et ça l'est. Votre contestation s'effondre dès que ce document est enregistré. » Il y eut un long silence. Puis les deux avocats se levèrent. « Nous allons transmettre cette information à notre client, mais ce n'est pas fini. » Ils sortirent, et la porte se ferma avec un déclic qui résonna comme un coup de feu. Maître Castel se tourna vers Raphaël. « Tu es sûr de toi ?» Raphaël regarda enfin Margot, et elle vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'attendait pas, une demande de pardon. « Non, dit-il, mais c'est la seule issue. » Margot sentit la pièce tourner. Elle se leva brusquement et la chaise grinça. « Puis-je vous parler? Seul ?» Raphaël acquiesça. Ils sortirent de la salle de réunion et allèrent dans un couloir silencieux. Margot s'appuya contre le mur, essayant d'organiser ses pensées. « Vous allez devoir m'expliquer ce qui se passe, maintenant. » Raphaël passa sa main sur son visage, et pour la première fois, elle le vit sans son masque de contrôle. Il semblait épuisé, acculé, désespéré. « Beaumont ne veut pas seulement les biens de ma famille, il veut me détruire, personnellement, publiquement, et il y parvenait, jusqu'à ce que vous apparaissiez. » Il l'encadra du regard. « Cette offre, vous n'avez pas idée de ce qu'elle a signifié, pas financièrement, symboliquement. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un se rangeait à mes côtés sans avoir rien à y gagner. Et Beaumont l'a compris. Il a compris que vous êtes un élément qu'il ne contrôle pas. Et c'est pour ça qu'il veut m'écarter du jeu. » « Exactement. Mais si vous n'êtes pas une étrangère, si vous faites partie de ma vie, alors l'offre tient. Et il perd. » Margot croisa les bras. « Partie de votre vie, vous voulez dire votre fiancé. » Raphaël ne détourna pas le regard. « Oui. Pour combien de temps ? » « Jusqu'à ce que cela se termine. Jusqu'à ce que Beaumont abandonne ou soit neutralisé. »« Et combien de temps cela prendra-t-il ? » ?»« Je ne sais pas, des mois, peut-être plus. » Margot fit un pas en avant. « Et vous pensez que je vais simplement accepter de prétendre être votre fiancé, d'entrer dans ce monde, de m'exposer à tout cela, sans même savoir si je peux vous faire confiance ? » « Non, dit Raphaël, et il y avait une honnêteté brutale dans sa voix. « Je ne pense pas cela. Et si vous voulez partir maintenant, je comprendrai. Je ferai face aux conséquences seul. Mais je dois vous dire, si vous restez, je vous protégerai, avec tout ce que j'ai. Votre famille, votre emploi, votre sécurité, tout. Je n'ai pas besoin de protection, j'ai besoin de respect. Vous aurez les deux. » Margot l'étudia. Il y avait quelque chose en lui qui l'intriguait, au-delà de l'apparence, du statut, de la situation. Il y avait une sorte de fatigue profonde, une résignation qu'elle reconnaissait pour l'avoir déjà ressentie. C'était la marque de celui qui a lutté jusqu'à l'épuisement, de celui qui a tant perdu qu'il semble n'avoir plus rien à perdre. Et pourtant, il était là, cherchant une issue. « Si j'accepte, dit-elle lentement, ce sera selon mes conditions. » Raphaël acquiesça. « Lesquelles ?
Premièrement, ma famille doit être protégée. Ma mère a besoin de soins, mon frère a besoin d'une école. Je veux des garanties réelles, pas des promesses. C'est entendu. Deuxièmement, je ne vais pas me transformer en une autre personne. Je ne vais pas prétendre être ce que je ne suis pas. Si j'entre dans votre monde, j'y entre tel que je suis. Je ne veux pas que vous changiez. Troisièmement, cela s'arrête quand je le décide. Le jour où je sens que je suis utilisé, que cela devient une humiliation, que je perds ma dignité, je pars, sans discussion. Raphaël hésita une seconde puis acquiesça. D'accord. Margot tendit la main. Alors nous avons un accord. Il serra sa main, et la poignée fut ferme, égalitaire. Il n'y avait aucune condescendance, aucune supériorité. C'était une poignée de main entre deux personnes qui entraient ensemble dans une bataille, sans savoir si elles allaient survivre. « Merci », dit à nouveau Raphaël. Margot lâcha sa main. « Ne me remerciez pas encore. Vous pourriez regretter de m'avoir mise au milieu de tout ça. » Pour la deuxième fois, Raphaël esquissa un sourire. « J'en doute. » Ils retournèrent dans la salle, et Maître Castel attendait avec un stylo et le document de fiançailles. Margot lut ligne par ligne, mot par mot, s'assurant que tout ce qu'elle avait demandé y figurait. C'était le cas. Il y avait des clauses de protection familiale, des provisions financières, et même une clause de dissolution unilatérale à sa demande. C'était, à toutes fins utiles, un accord commercial. Mais il y avait une ligne à la fin qui la fit s'arrêter. Les parties déclarent que l'engagement assumé repose sur une affection mutuelle et un respect réciproque. Margot regarda Raphaël. « Est-ce vrai ?» Il ne répondit pas immédiatement, puis il dit « Le respect est vrai, l'affection dépendra de nous. » C'était une réponse honnête. Margot signa. 2 heures plus tard, ils sortirent de la mairie avec le document enregistré. La nouvelle avait déjà fuité. Margot ne savait pas comment, mais elle soupçonnait les avocats de Raphaël de s'en être chargés. Son téléphone ne s'arrêtait plus de sonner. Journalistes, connaissances, curieux. Tout le monde voulait savoir qui était la mystérieuse fiancée de l'héritier des Montfort. Margot sentit le poids de l'exposition pour la première fois. Jusque-là, sa vie avait été privée, invisible, protégée précisément parce qu'elle n'importait à personne. Désormais, soudainement, elle importait, et c'était terrifiant. « Nous allons sortir par le garage », dit Raphaël, la guidant par un couloir latéral. « Il y a des reporters à la porte. » Ils montèrent dans sa voiture, une Mercedes noire à l'intérieur en cuir beige qui sentait le luxe. Margot s'assit sur le siège passager et se sentit déplacée, comme si elle portait des vêtements qui n'étaient pas les siens. Raphaël conduisit en silence pendant quelques pâtés de maison, puis demanda « Où habitez-vous » Margot hésita. « À Saint-Denis, mais vous n'avez pas besoin de me raccompagner, je peux prendre le RER. » « Margot » il la regarda. « Vous êtes ma fiancée maintenant, du moins publiquement. Si quelqu'un vous voit prendre le RER, cela fera la une demain. » Elle n'y avait pas pensé. Bien sûr que non. Elle était si habituée à n'être personne qu'elle n'avait pas prévu que maintenant, soudainement, elle serait quelqu'un. Et qu'être quelqu'un venait avec des règles, des attentes, des jugements. « Donnez-moi l'adresse » dit Raphaël plus doucement. Margot la lui donna. Il programma le GPS et commença à rouler. Le trajet fut long et à mesure qu'ils quittèrent les quartiers centraux pour entrer en banlieue, Margot vit le contraste devenir de plus en plus frappant. Les immeubles devenaient plus petits, plus précaires, les rues plus dégradées, les gens plus fatigués. Quand ils arrivèrent dans sa rue, Raphaël se gara devant le petit immeuble de 3 étages, à la peinture écaillée et aux grilles aux fenêtres. Il ne dit rien, mais Margot vit la façon dont il regardait autour de lui, analysant. « C'est ici », dit-elle, essayant de ne pas paraître défensive. « Très bien », dit Raphaël, et il semblait sincère. Puis il ajouta « À partir de demain, vous allez devoir déménager. » Margot se tourna vers lui, tendue. « Pour aller où ? Chez moi. Ou dans un endroit sûr que nous pourrons trouver. Beaumont sait où vous habitez maintenant, et s'il veut faire pression, il utilisera cela. Ma mère est malade. Je ne peux pas simplement l'arracher d'ici. Alors nous déménageons votre mère aussi, et votre frère. Nous pouvons trouver un appartement, une maison, ce dont vous avez besoin. » Margot sentit sa gorge se serrer. C'était généreux, c'était protecteur. Mais c'était aussi étouffant. C'était la preuve que sa vie ne lui appartenait plus. « J'ai besoin de réfléchir. »« Réfléchissez, » dit Raphaël. « Mais ne tardez pas. Demain, il y a une audience préliminaire sur la contestation, et vous devrez être là. »
Margot ouvrit la portière, puis s'arrêta. « Raphaël? »« Oui? » Pourquoi Beaumont vous est-il autant? Que lui avez-vous fait? » Raphaël resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était chargée d'un poids que Margot n'avait pas encore entendu. « Rien, je n'ai rien fait, mais mon père, si. Et pour des hommes comme Beaumont, les péchés du père sont éternels. » Avant que Margot ne puisse en demander davantage, il fit un signe de tête. « Allez vous reposer, demain sera difficile. » Elle sortit de la voiture et le regarda partir. Elle monta les escaliers jusqu'au 2e étage, ouvrit la porte de l'appartement et trouva sa mère assise sur le canapé, son frère à ses côtés. Tous deux la regardèrent avec des expressions effrayées. « Margot, » dit sa mère, « ta photo est sur Internet. » Et c'est ainsi que Margot comprit que son ancienne vie était terminée. Margot avait passé la nuit entière à expliquer à sa mère et à son frère ce qui s'était passé. Madame Cécile, malgré la maladie, avait gardé ce tempérament ferme de celle qui a élevé 2 enfants seuls en Auvergne, et elle n'aima pas du tout ce qu'elle entendit. « Tu t'es fourrée dans des histoires de grands, ma fille, » avait-elle dit, les yeux pleins d'inquiétude. « Ces gens-là ne plaisantent pas. » Son frère, Clément, avec ses 16 ans et ce mélange d'admiration et de peur dans les yeux, était resté silencieux, lui serrant simplement la main. Et Margot avait promis que tout irait bien, même sans savoir si c'était vrai. Maintenant, à 8 heures du matin un jeudi, elle se tenait devant le miroir embué de la minuscule salle de bain, essayant de se reconnaître. Elle s'était couchée en étant une personne et s'était réveillée en étant une autre. Du moins, c'est ce qu'elle ressentait. Ces dernières heures, son visage était apparu sur 3 sites de potins, 2 blogs mondains et même dans un grand quotidien. La mystérieuse fiancée de l'héritier de Montfort. Qui est la femme qui a conquis le célibataire le plus convoité de Paris? Cendrillon moderne, de femme de ménage à future épouse de magnate. Chaque titre était pire que le précédent, chacun réduisant son existence à une phrase d'accroche, à un conte de fées forcé. On sonna à la porte à 8h30. Margot ouvrit et trouva une femme d'une 50aine d'années, élégante mais discrète, tenant 2 grands sacs. « Margot Lefebvre ?» demanda la femme avec un sourire gentil. « Oui, je suis Hélène Morel. Maître Raphaël m'a demandé de vous apporter quelques affaires pour l'audience d'aujourd'hui. » Margot laissa entrer la femme et observa tandis qu'elle sortait des sacs 2 robes, une paire d'escarpins, un petit sac à main et une trousse de maquillage. « Je n'ai pas besoin de tout ça, » dit Margot, mais sa voix sonna faible même à ses propres oreilles. Hélène la regarda avec une expression qui n'était pas de la pitié, mais de la compréhension. « Je sais que vous n'en avez pas besoin, mais cela va aider. Aujourd'hui, vous allez être dans une salle pleine de gens qui vont vous juger avant même que vous n'ouvriez la bouche. Moins vous leur donnerez de munitions, mieux ce sera. » Margot regarda les robes. L'une était bleu marine, discrète, d'une coupe simple mais manifestement coûteuse. L'autre était beige, avec des manches 3/4. Les 2 étaient belles, mais pas ostentatoires. Ce n'étaient pas des déguisements. C'étaient des armures. « Puis-je vous aider à vous préparer ?» proposa Hélène. Margot hésita, puis acquiesça. Une demi-heure plus tard, elle était vêtue de l'ensemble bleu marine, ses cheveux attachés en un chignon bas qu'Hélène avait réalisé avec une habileté née d'années de pratique, et un maquillage léger qui cachait la fatigue sans masquer qui elle était. Quand elle se regarda dans la glace, Margot se reconnut à peine, non pas parce qu'elle ressemblait à quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle ressemblait à une version d'elle-même qui n'avait jamais eu la permission d'exister. Raphaël arriva à 9h30, ponctuel. Quand il vit Margot, il s'arrêta un instant sur le pas de la porte, et elle jura avoir vu quelque chose passer dans son regard. De la surprise, peut-être, ou de l'admiration. Mais il ne dit rien d'autre que « Êtes-vous prête ?» « Non, » répondit honnêtement Margot, « mais on y va quand même. » Le trajet jusqu'au palais de justice fut silencieux. Raphaël conduisait avec concentration, et Margot regardait par la fenêtre, voyant la ville défiler, sentant qu'elle s'éloignait de plus en plus de la vie qu'elle connaissait. Quand ils arrivèrent, il y avait quelques reporters à l'entrée, mais Raphaël la guida par une entrée latérale où Maître Castel les attendait déjà. « L'audience est dans 15 minutes, dit-il. C'est préliminaire. Le juge va écouter les arguments et décider si la contestation est fondée. Si c'est le cas, la vente est suspendue. Sinon, elle est maintenue. » « Et nos chances ?» Maître Castel échangea un regard avec Raphaël. Équilibré. Le juge est conservateur, traditionnel. Il n'aime pas les irrégularités ni les manœuvres évidentes. Et Beaumont est connu pour faire les 2,
Ils entrèrent dans la salle d'audience et Margot sentit tous les regards. De l'autre côté se trouvaient les avocats de Beaumont, et à leur côté, Octave Beaumont lui-même. Il était intimidant, grand droit, les yeux froids. Quand il vit Margot, il eut un sourire glacial. Margot ne détourna pas le regard. Elle resta ferme. Le juge entra. Un homme aux cheveux blancs et aux lunettes dorées. Il s'assit et commença sans préambule. « Nous sommes ici pour examiner la contestation déposée par M. Octave Beaumont concernant la vente aux enchères judiciaires réalisée le 16 mars. La contestation allègue que l'une des offres présentées était invalide en raison de l'incapacité financière de l'enchérisseur. Nous allons d'abord écouter la défense. » Maître Castel se leva. Expérimenté, il présenta l'argument. L'offre avait été validée car il existait un lien personnel entre Raphaël et Margot, prouvé par les fiançailles enregistrées. L'avocat de Beaumont se leva, agressif. « Monsieur le juge, c'est une farce évidente. Des fiançailles annoncées exactement après une offre douteuse. Mademoiselle Lefebvre travaille comme femme de ménage, vit à Saint-Denis, et jusqu'à il y a 3 jours, rien n'indiquait qu'elle connaissait Monsieur de Montfort. C'est un arrangement fait à la hâte pour contourner la loi. » Margot sentit la colère monter devant la façon dont il avait dit « femme de ménage », comme si c'était une honte. Le juge regarda Raphaël. « Monsieur de Montfort, souhaitez-vous vous exprimer ?» Raphaël se leva. Et quand il parla, sa voix était calme mais ferme. « Monsieur le juge, je reconnais que les circonstances sont inhabituelles, mais elles ne sont pas frauduleuses. J'ai rencontré mademoiselle Lefebvre il y a quelques mois, dans des circonstances particulières que nous préférons garder privées. Nous avons maintenu notre relation discrète pour des raisons personnelles. Ce qui s'est passé lors de la vente était inattendu, c'est vrai. Mais cela n'a fait qu'accélérer une décision qui était déjà envisagée. » Margot faillit s'étouffer. Il mentait. Il mentait avec une conviction si absolue que cela semblait presque vrai. Mais avant qu'elle ne puisse analyser, le juge la regarda. « Mademoiselle Lefebvre, est-ce la vérité ?» Margot sentit toute la salle se tourner vers elle. 50 pères Dieu, attendant, jugeant, doutant. Elle se leva lentement. Et quand elle parla, sa voix fut plus ferme qu'elle ne l'espérait. « C'est la vérité. J'ai rencontré maître Raphaël il y a des mois. Et oui, nous avons gardé notre relation discrète, parce que je savais qu'au moment où les gens l'apprendraient, ils jugeraient. Ils diraient que j'en voulais à son argent, à son statut, à son opportunité. Ils me regarderaient et ne verraient que mes origines, jamais qui je suis vraiment. » Elle regarda directement l'avocat de Beaumont. Et visiblement, j'avais raison. Le silence qui suivit fut dense. Le juge l'étudia longuement. Puis il regarda les papiers devant lui. « Avez-vous des preuves de cette relation antérieure? Des photographies, des messages, des témoins ?» Maître Castel s'avança. « Monsieur le juge, le couple a maintenu la discrétion précisément pour éviter l'exposition. Mais nous avons des témoignages de personnes proches qui peuvent confirmer la relation. Et nous avons l'acte de fiançailles lui-même, réalisé de manière légale et légitime. » L'avocat de Beaumont frappa la table. « Des témoignages achetés! N'importe qui peut être convaincu de mentir pour de l'argent. » Le juge leva la main. « Du calme, gardons notre sang-froid. » Il regarda de nouveau Margot. « Mademoiselle Lefebvre, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette offre lors de la vente ?» Margot prit une profonde inspiration. C'était la question cruciale, la réponse qui pouvait tout changer. « J'ai vu un homme se faire détruire en silence. J'ai vu tout le monde ici savoir que c'était mal, mais personne ne rien faire, et je n'ai pas pu l'accepter. » Elle regarda Raphaël, puis le juge. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent, pas pour la propriété. Je l'ai fait parce que c'était juste. Et oui, c'était improbable. C'était même ridicule. Une pièce d'1 euro contre 500 000. Mais parfois, la valeur d'une chose n'est pas dans son prix. Elle est dans ce qu'elle représente. » Le juge resta silencieux un long moment. Puis il retira ses lunettes, nettoya les verres et les remit. « La contestation est rejetée. L'offre est valide. La vente est maintenue. » Margot sentit ses jambes fléchir de soulagement. À ses côtés, Raphaël exhala un soupir qui semblait venir de très loin. Maître Castel ferma les yeux une seconde, dans une gratitude silencieuse. De l'autre côté, Beaumont se leva lentement. Il ne semblait pas en colère. Il semblait calculateur, et c'était pire. « Félicitations, dit-il en regardant Raphaël, puis il regarda Margot. « Profitez-en tant que vous le pouvez, mademoiselle Lefebvre, car c'est loin d'être terminé. » Il quitta la salle avec ses avocats, et Margot sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ils sortirent du tribunal une demi-heure plus tard,
et Raphaël l'emmena dans un café discret près du parc Monceau. Ils s'assirent à une table au fond, loin des fenêtres, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, ils furent réellement seuls. « Vous vous en êtes bien sortis là-dedans », dit Raphaël remuant son café sans le boire. « J'ai menti », dit Margot. « Comme vous. Vous n'avez pas menti. Vous avez juste interprété la vérité d'une manière différente. » « C'est la même chose. » Raphaël sourit, mais c'était un sourire fatigué. « Peut-être, mais ça a marché. » Margot le regarda. De près, dans le silence du café, sans la pression de l'audience, elle le voyait mieux. Les rides de tension autour de ses yeux, la façon dont ses épaules semblaient porter un poids invisible, la manière dont ses mains bougeaient avec précaution, comme si elles avaient oublié comment se détendre. « Pourquoi vous est-il autant ?» demanda Margot à nouveau. « Et ne me ressortez pas cette réponse vague sur votre père. Je veux savoir pour de vrai. » Raphaël resta silencieux si longtemps que Margot crut qu'il ne répondrait pas. Mais il commença enfin à parler, et sa voix avait une qualité différente, plus basse, plus personnelle. « Mon père et Octave Beaumont étaient associés, il y a plus de 20 ans. Ils ont bâti ensemble un empire immobilier. Mais mon père a découvert que Beaumont utilisait l'entreprise pour blanchir de l'argent, pour des montages illégaux. Et au lieu de se taire et de profiter, mon père l'a dénoncé. Beaumont a été visé par une enquête, a perdu des contrats, du prestige. Il a réussi à s'en remettre, mais il n'a jamais oublié. Et depuis que mon père est mort, il y a 5 ans, Beaumont détruit systématiquement tout ce qu'il a construit. Rachetant des dettes, bloquant des crédits, propageant des rumeurs, écartant des partenaires. Il a été patient, méticuleux, et ça a marché. Jusqu'à cette vente, j'étais complètement encerclé, sans alliés, sans issue, sans espoir. Et là, je suis apparu, dit Margot tout bas. Et là, vous êtes apparu. Raphaël la regarda. Et vous avez fait ce que personne d'autre n'a fait. Vous vous êtes rangé à mes côtés sans rien demander en échange. Margot ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose, quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. « Maintenant, vous me devez un médicament, » dit-elle, essayant d'alléger l'atmosphère. Raphaël fronça les sourcils. « Quoi ?»« La pièce que j'ai utilisée pour l'offre. Elle devait servir à acheter un médicament pour ma mère. » Raphaël resta si immobile que Margot crut qu'il avait cessé de respirer. Puis lentement, il commença à rire. C'était un rire bas, un peu rauque, mais authentique. Le premier rire réel que Margot entendait de lui. « Vous avez utilisé l'argent du médicament de votre mère, » répéta-t-il incrédule. « Mon Dieu, Margot, vous êtes folle. Vous avez mis du temps à vous en rendre compte ?» Ils rirent ensemble. Et un instant, juste un instant, la tension disparut. Ils n'étaient que 2 personnes prenant un café, partageant une plaisanterie, apprenant à se connaître. Mais la réalité revint vite. Le téléphone de Raphaël sonna. Il répondit et Margot vit son expression changer. Quand il raccrocha, il était redevenu sérieux. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. « Beaumont vient de donner une interview à l'un des plus grands journaux de Paris. Il affirme que nos fiançailles sont une imposture, que vous êtes une opportuniste et qu'il va le prouver. » Margot sentit son estomac se nouer. « Comment ?»« Je ne sais pas, mais il ne fait pas de menace en l'air. » Raphaël la regarda. « Margot, à partir de maintenant, vous allez être surveillée, enquêtée. Chaque pas que vous ferez, chaque mot que vous direz sera analysé. Et s'il trouve la moindre faille, la moindre chose qu'il peut utiliser contre nous, il le fera. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Raphaël tendit la main sur la table. « On se prépare, ensemble. » Margot regarda sa main, puis elle la serra. C'était un geste simple mais chargé de sens. C'était la confirmation que, aussi improbable et dangereux que cela soit, ils étaient désormais liés dans cette épreuve. Et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le changement se fit en 3 jours. Raphaël ne plaisantait pas quand il disait qu'il allait protéger la famille de Margot. Le samedi matin, un camion de déménagement apparut devant l'immeuble de Saint-Denis, et des hommes en uniforme commencèrent à charger les quelques meubles que la famille possédait. Madame Cécile pleura, mais pas de tristesse. C'était un pleur de soulagement mêlé d'incrédulité, celui de quelqu'un qui a passé sa vie entière à lutter et n'a jamais espéré que quelqu'un vienne l'aider. Clément était dans une extase silencieuse, essayant de ne pas le montrer, mais Margot voyait dans ses yeux cette lueur d'espoir qu'elle-même avait perdue depuis longtemps. L'appartement que Raphaël avait trouvé se situait à Neuilly-sur-Seine, dans un immeuble moderne, avec gardien 24 heures sur 24 et des ascenseurs qui fonctionnaient. Il y avait 3 chambres, 2 salles de bain,
un grand salon avec balcon, une cuisine équipée. Pour Margot, cela ressemblait à un palais. Pour Raphaël, quand il passa voir si tout était en ordre, c'était juste un endroit sûr et confortable. La différence de perception était si flagrante que Margot faillit en rire. Mais elle ne rit pas, car elle était trop occupée à essayer de faire comprendre à sa mère que ce n'était pas de la charité, mais une nécessité. « Mais ma fille », avait dit Madame Cécile, serrant la main de Margot avec cette force surprenante qu'elle gardait malgré la maladie. « Tout ça, c'est pour les riches. Nous ne sommes pas riches. Nous ne savons même pas vivre dans un endroit pareil. »« On apprendra, maman », avait répondu Margot avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait. « On apprend toujours. » Raphaël avait également dépêché un médecin privé pour Madame Cécile, et quand l'homme apparut, un monsieur d'un certain âge, en blouse blanche et au sourire doux, et commença les examens, demandant les anciens résultats, expliquant les traitements avec une patience que Margot n'avait jamais vue à l'hôpital public, elle sentit quelque chose se briser en elle. Pas de tristesse, mais de colère. La colère de savoir que tout cela existait, avait toujours existé, mais n'était disponible que pour ceux qui avaient de l'argent. Et une gratitude amère d'y avoir enfin accès, même par des circonstances absurdes. Clément fut inscrit dans un lycée privé proche de l'appartement. Quand il rentra le premier jour, il était silencieux, pensif. Le soir, il s'assit à côté de Margot sur le balcon et dit « Les types là-bas ont des téléphones dernier cri, des sacs de marque. Ils parlent de voyage à New York comme si c'était d'aller à la boulangerie. C'est un autre monde, Margot. »« Je sais, » dit Margot, regardant les lumières de la ville qui semblaient maintenant plus proches, plus accessibles, mais pas moins lointaines. « Mais tu n'as pas besoin d'être comme eux. Tu as juste besoin de saisir la chance qui s'offre à toi. » Et après, quand tout ça sera fini? La question resta en suspens, sans réponse. Car Margot ne savait pas. Elle ne savait pas combien de temps cela durerait, ce qui arriverait quand l'accord avec Raphaël prendrait fin, si elle retournerait à Saint-Denis ou si elle avait déjà franchi une ligne de non-retour. Au milieu de tout cela, Margot essayait encore de comprendre comment naviguer dans le monde de Raphaël. Il l'invita à dîner chez lui, un hôtel particulier dans le 16e arrondissement qui appartenait à la famille de Montfort depuis 3 générations. Et quand Margot entra et vit le hall d'entrée à la hauteur vertigineuse, le lustre en cristal qui semblait peser 1 tonne, les tableaux aux murs qui valèrent probablement plus que ce qu'elle gagnerait en 10 vies, elle se sentit si déplacée qu'elle faillit faire demi-tour. Mais Raphaël apparut en haut de l'escalier, descendant avec cette aisance tranquille, habillé de façon décontractée, un jean sombre et une chemise blanche aux manches retroussées, et d'une certaine manière, sa présence rendit tout moins intimidant. « Je sais que c'est beaucoup, » dit-il, comme s'il lisait dans ses pensées. « Mais ce n'est qu'une maison, des meubles, des murs, de l'espace vide. »« C'est une déclaration, » corrigea Margot, « de pouvoir d'histoire d'une place dans le monde. » Raphaël la regarda avec une expression que Margot commençait à reconnaître. De la surprise, face à sa clarté, à la façon dont elle voyait les choses que la plupart des gens feignaient d'ignorer. « Vous avez raison, » admit-il. « Cela l'a toujours été. Mais c'était aussi une prison. J'ai grandi ici en m'entendant dire que je devais maintenir le nom, honorer la tradition, être à la hauteur de ceux qui m'ont précédé. Et au final, quand tout s'est effondré, j'ai découvert que rien de tout cela n'avait d'importance. Les gens qui juraient fidélité au nom des Montfort ont disparu du jour au lendemain. » Ils dînèrent dans la salle à manger formelle, une table de 12 couverts où Margot se sentit ridiculement petite. Mais Raphaël s'assit à côté d'elle, pas en bout de table, et d'une certaine façon, cela changea la dynamique. Ce n'était pas le maître de maison recevant une visite. C'étaient 2 personnes partageant un repas. Le repas fut servi par une dame d'une 60aine d'années nommée Irène, qui était la cuisinière de la famille depuis que Raphaël était enfant. Elle regarda Margot avec une curiosité mal dissimulée, mais pas avec mépris, avec un intérêt authentique. Et quand Margot la complimenta sur le risotto au cèpe, Irène sourit d'une manière qui illumina tout son visage. « Vous l'avez conquise, » dit Raphaël quand Irène retourna en cuisine. Elle ne sourit pas ainsi à n'importe qui. « Peut-être parce que je l'ai traitée comme un être humain, » répondit Margot sans jugement, juste par constatation. « Vous seriez surpris de voir combien de gens ne le font pas. » Raphaël resta silencieux un moment. « Vous m'apprenez des choses sur mon propre monde que j'aurais dû apprendre il y a bien longtemps. Ce n'est pas de votre faute. Il est difficile de voir quand on a toujours été de l'autre côté. » Après le dîner, Raphaël l'emmena à la bibliothèque.
C'était une pièce immense, avec des étagères du sol au plafond, une échelle coulissante, des fauteuils en cuir, une cheminée. Margot déambula entre les rayons, passant ses doigts sur les reliures, respirant l'odeur du vieux papier et de l'histoire accumulée. « Vous lisez » demanda Raphaël. « Quand je peux. Bibliothèque municipale, bouquiniste, parfois quelqu'un laisse un livre dans une maison où je travaille. » Margot tira un volume au hasard. « Balzac, le père Goriot. Je l'ai lu à l'école. »« Gardez-le, » dit Raphaël. Margot le regarda, surprise. « Quoi ? Gardez-le. Emportez-le chez vous. La bibliothèque contient des centaines de livres que personne ne lit. Au moins, celui-là sera utile. » Margot serra le livre contre sa poitrine. C'était un petit geste, mais il signifiait beaucoup. C'était Raphaël lui disant qu'elle était à sa place, qu'elle pouvait toucher, prendre, emporter, qu'elle n'était pas une intruse. « Merci. » C'est à ce moment-là, avec la lueur de la cheminée dansant sur les murs et l'odeur des vieux livres, que Raphaël dit « Il y a un événement. La semaine prochaine. Un dîner de bienfaisance au cercle de l'Union interalliée. Toutes les personnes qui comptent dans la société parisienne y seront, y compris Beaumont. » Margot sentit son estomac se nouer. « Et vous voulez que j'y aille? J'ai besoin que vous y alliez. Les gens doivent nous voir ensemble. Ils doivent croire que nous sommes réels. Et s'ils n'y croient pas, ils vont essayer de nous déstabiliser. Ils vont provoquer, insinuer, tester. Beaumont sera là et il utilisera chaque seconde pour essayer de nous faire paraître faux. » Margot s'assit dans l'un des fauteuils. « Vous me demandez d'entrer dans la fosse aux lions. »« Oui. » Raphaël s'assit dans le fauteuil voisin. « Et je sais que ce n'est pas juste. Je sais que vous n'avez pas demandé cela, mais il n'y a pas d'autre issue, » compléta Margot. « Je sais, et j'irai. » Raphaël la regarda avec cette expression que Margot commençait à ressentir physiquement, comme un poids chaud dans sa poitrine. C'était de l'admiration, mêlée à autre chose. Quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. « J'aurais besoin d'une tenue, » dit Margot, essayant d'être pratique, « et probablement de quelqu'un pour m'apprendre comment me comporter dans ces endroits. Hélène s'occupera des vêtements, et pour ce qui est du comportement, Raphaël sourit légèrement. Soyez vous-même, c'est votre meilleure arme. Facile à dire quand on est né en sachant qu'on sera toujours à sa place. Raphaël redevint sérieux. Je ne me suis jamais senti à ma place, Margot. J'ai juste mieux fait semblant que vous. Les jours suivants furent un tourbillon. Hélène apparut avec un styliste, et ensemble ils choisirent une robe pour l'événement. Elle était longue, d'un vert émeraude profond, avec un décolleté discret et une coupe élégante. Quand Margot l'essaya et se vit dans le miroir, elle se reconnut à peine. Non pas parce qu'elle semblait être une autre, mais parce que pour la première fois, elle ressemblait à la version d'elle-même qui avait toujours existé sous les vêtements bon marché et la fatigue. Hélène lui apprit aussi quelques règles de base. Quels couverts utiliser en premier, comment tenir un verre de vin, quels sujets étaient acceptables et lesquels étaient tabous. Mais toujours avec un ton de « c'est idiot, mais c'est l'idiotie qu'ils apprécient ». Et Margot lui en était reconnaissante. Elle lui était reconnaissante de ne pas être traitée comme une ignorante, mais comme quelqu'un venant simplement d'un endroit différent. Raphaël passa quelques soirées avec elle, à discuter, racontant l'histoire de sa famille, expliquant les alliances, désignant qui étaient les amis et qui étaient les ennemis. Et Margot écoutait, absorbait, apprenait. Mais elle racontait aussi ses propres histoires. Grandir dans un petit village, la mort de son père quand elle avait 12 ans, devoir quitter l'école pour travailler, le départ pour Paris avec sa mère malade et son frère effrayé. Et Raphaël l'écoutait avec une attention que Margot n'attendait pas, comme si chaque mot comptait, comme si elle révélait des secrets plutôt que de simples faits banals d'une vie ordinaire. C'est lors d'une de ces nuits, assis sur le balcon de l'appartement de Margot pendant que sa mère et son frère dormaient, que Raphaël dit « Vous savez que cela devient réel, n'est-ce pas ?» Margot le regarda. Il faisait sombre. Seule la lumière de la ville éclairait son visage en ombre. « Quoi ? Nous, ce qu'il y a entre nous. Cela a commencé comme une stratégie, mais c'est en train de devenir autre chose. » Le cœur de Margot s'accéléra. « Raphaël, je ne demande rien, » dit-il rapidement. « Je n'exige rien, je ne mets pas de pression. Je dis juste ce que je ressens. Et je ressens que quand je suis avec vous, c'est la première fois depuis des années que je n'ai pas l'impression de jouer un rôle. J'ai l'impression de pouvoir être simplement moi. » Margot ne savait que dire, car elle ressentait la même chose. Elle sentait que lorsqu'elle était avec Raphaël,
Elle n'avait pas besoin de prétendre être plus petite, plus silencieuse, plus invisible. Elle pouvait être entière. Elle pouvait être en désaccord, questionner, rire, se fâcher. Elle pouvait exister en taille réelle. « Cela me fait peur », admit-elle. « Pourquoi ?» « Parce que je ne sais pas si c'est réel ou si c'est juste la situation. L'intensité, le danger, le fait d'être coincés ensemble là-dedans. Parfois, les gens confondent l'adrénaline et l'amour. » Raphaël se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Et parfois, les gens trouvent l'amour dans les endroits les plus improbables, non pas parce que la situation est intense, mais parce qu'ils ont enfin trouvé quelqu'un qui les voit vraiment. Margot sentit des larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Si c'est réel, Raphaël, cela fera mal quand ça s'arrêtera. Qui a dit que ça s'arrêterait? L'accord. On a convenu que quand Beaumont sera neutralisé, quand tout ça sera passé, je pourrai partir, retourner à ma vie. Raphaël la regarda avec une intensité que Margot ressentit jusque dans ses os. Et si je vous demandais de rester? Le silence qui suivit était chargé de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui grandissait entre eux, dangereux et inévitable. Margot se leva. Ne me le demandez pas maintenant, pas alors que nous sommes encore au milieu de la tempête, car je ne sais pas si je dirai oui pour la bonne raison ou juste parce que j'ai peur de tout affronter seul à nouveau. Raphaël se leva aussi. Ils restèrent face à face, séparés par un demi-mètre qui semblait être un abîme. « Alors j'attendrai, dit-il, que la tempête passe, que vous soyez sûr. » Mais il fit un pas en avant, leva la main et toucha son visage avec une délicatesse qui contrastait avec la force qu'elle lui connaissait. Ce n'était qu'un contact, le bout des doigts sur sa mâchoire, mais Margot eut l'impression d'être frappée par la foudre. « Sachez seulement ceci, » dit Raphaël tout bas. « Moi, je suis déjà sûr. » Il partit, et Margot resta seule sur le balcon, touchant l'endroit où ses doigts s'étaient posés, essayant de comprendre comment elle en était arrivée là. Comment elle était passée d'une pièce d'1 € à cela. Être amoureuse d'un homme qui devrait être impossible, inaccessible, mais qui était devenu la chose la plus réelle de sa vie. La semaine passa à la fois trop vite et trop lentement. Et quand vint le soir de l'événement, Margot était prête, ou du moins aussi prête qu'on peut l'être pour entrer dans le monde qu'il avait toujours rejeté, au bras d'un homme qui commençait à signifier bien plus qu'il ne le devrait. Le cercle de l'Union était immense, imposant, étouffant de tradition. Des jardins impeccables, des fontaines en marbre, un bâtiment néoclassique. À leur arrivée, Margot vit des femmes en robes de créateurs, des hommes en smoking, tous se saluant avec l'intimité de ceux qui se connaissent depuis toujours. Margot prit une profonde inspiration. Sa robe vert émeraude tombait parfaitement, mais rien ne changeait le fait qu'elle entrait en territoire hostile. Raphaël lui offrit son bras. Il était impeccable dans son smoking. Quand Margot s'y accrocha, elle sentit sa solidité. Un rappel, elle n'était pas seule. « Prête ?»« Non, » répondit Margot, « mais on y va. » Ils entrèrent, et ce fut comme si on appuyait sur le bouton pause. Les conversations diminuèrent, les têtes se tournèrent, les regards se fixèrent. Margot garda la tête haute. Elle n'allait pas flancher. Le salon était grandiose, avec ses lustres en cristal et son orchestre. Les gens circulaient en groupe, coupe de champagne à la main, échangeant des propos codés. Chefs d'entreprise, politiciens, héritières. Le cœur de l'élite parisienne. Au centre, Octave Beaumont. Ses yeux trouvèrent ceux de Margot immédiatement. Il sourit. Un sourire de prédateur. « Il va venir nous parler », dit Margot à voix basse. « Je sais », répondit Raphaël. « Laissez-moi gérer. » Mais ce ne fut pas nécessaire. Beaumont traversa le salon d'un pas mesuré, accompagné d'une femme blonde d'une 50aine d'années, élégante et tranchante comme une lame. « Raphaël », dit Beaumont avec une fausse cordialité qui donnait la chair de poule à Margot. « Quelle surprise de te voir ici. Je croyais que tu avais renoncé à la vie mondaine. »« J'ai juste pris un peu de temps, » répondit Raphaël avec la même cordialité venimeuse. « Mais je suis de retour. » Beaumont regarda Margot. « Et voici la fameuse fiancée, Margot, n'est-ce pas ?»« Oui. » Margot tendit la main, s'efforçant de ne pas trembler. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Beaumont. » Il lui serra la main, mais ce fut une poignée de main calculée pour intimider. Margot serra en retour avec la même force, sans reculer. « Le plaisir est pour moi, » dit Beaumont, mais ses yeux évaluaient chaque centimètre d'elle. « Je dois dire que vous avez fait couler beaucoup d'encre. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un, de l'extérieur, entre dans notre cercle. »« De l'extérieur, » répéta Margot. « C'est une façon intéressante de dire pauvre. »
La femme à côté de Beaumont laissa échapper un rire étouffé. Beaumont sourit simplement plus largement. « Droit au but, j'apprécie cela. » Il se tourna vers Raphaël. « Où l'as-tu trouvée? Elle est rafraîchissante. »« Nous nous sommes trouvés, » dit Raphaël avec un ton d'avertissement, « et c'est tout ce que tu as besoin de savoir. »« Bien sûr, bien sûr. » Beaumont leva sa coupe. « Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur. J'espère que cela durera. On sait comment sont ces romances. Improbables. Parfois, la pression est trop forte. » Il s'éloigna et Margot sentit tout son corps tendu comme une corde. Raphaël la guida vers le côté opposé du salon, vers une zone moins fréquentée. « Vous vous en êtes bien sorti, » dit-il. « J'avais envie de le frapper. » Raphaël faillit rire. « Il veut que vous réagissiez. Il veut que vous perdiez votre sang-froid. Ne lui donnez pas cette satisfaction. » Le dîner fut servi une demi-heure plus tard. Margot et Raphaël furent placés à une table avec 6 autres personnes, un couple plus âgé, les de Cavalcanti, propriétaire d'une chaîne d'hôtels, une femme d'une 40aine d'années nommée Béatrice, travaillant dans le mécénat, et un homme d'une 50aine d'années, Auguste, dans la finance. Tous furent polis, mais Margot voyait la curiosité mal dissimulée dans leurs yeux. Ils voulaient savoir qui elle était, d'où elle venait, ce qu'elle faisait là. Pendant l'entrée, Béatrice se pencha en avant. « Alors Margot, Raphaël m'a dit que vous vous étiez rencontrés il y a quelques mois. Comment était-ce » Margot but une gorgée d'eau pour gagner du temps. Elle savait que cette question viendrait, elle avait répété la réponse avec Raphaël. « C'était inattendu. Je faisais un travail dans une maison du 16e. Raphaël y était pour une réunion. On s'est rentré dedans, littéralement. J'ai fait tomber une pile de dossiers qu'il portait, et quand je me suis baissé pour l'aider à ramasser, nous avons commencé à discuter. C'était l'une de ces conversations qu'on n'oublie pas. C'était une bonne histoire. Elle contenait des éléments de vérité, la différence de classe, l'accident, la conversation, mais enrobée de suffisamment de romantisme pour être crédible. Béatrice sourit. « C'est charmant. Et vous n'avez pas été intimidée? Par sa famille, par la différence ?»« Je l'ai été, » admit Margot. « Je le suis encore. Mais Raphaël ne m'a jamais fait me sentir inférieur, et cela a tout changé. » Raphaël, assis à côté d'elle, toucha sa main sous la table. Un geste discret mais chargé de sens. Margot sentit la chaleur lui monter aux joues et réalisa qu'elle ne faisait pas semblant. Pas totalement. La soirée se poursuivit et Margot réussit à naviguer dans les conversations plus facilement qu'elle ne l'espérait. Elle découvrit qu'en arrêtant de s'inquiéter de l'impression qu'elle donnait pour se concentrer sur l'écoute, elle comprenait les codes, les hiérarchies tacites, les jeux de pouvoir déguisés en politesse. Plus encore, elle découvrit qu'elle avait un avantage. Elle voyait ce que les privilégiés ignoraient. Elle voyait les serveurs traités comme des meubles, elle voyait les tensions cachées derrière les sourires, elle voyait les alliances fragiles prêtes à se défaire. C'est pendant le dessert que Margot remarqua quelque chose d'étrange. Beaumont avait passé la soirée à circuler de table en table, discutant avec tout le monde, toujours souriant, toujours charmeur. Mais il revenait sans cesse parler au même groupe de 3 hommes, l'un du secteur immobilier, un autre de la haute administration, le 3e lui était inconnu. Et chaque fois qu'il revenait, il remettait quelque chose de discret. Une carte, un papier plié, une petite enveloppe. Margot poussa doucement Raphaël du coude. « Que fait Beaumont » Raphaël suivit son regard. Il fronça les sourcils. « Je ne sais pas, mais quoi que ce soit, ce n'est pas bon. » Après le dîner, tandis que les invités se dirigeaient vers la salle de bal, Margot dit qu'elle allait aux toilettes. Raphaël l'accompagna jusqu'à la porte, puis retourna dans le salon. Mais Margot n'alla pas aux toilettes. Elle prit un couloir latéral, suivant le chemin qu'elle avait vu Beaumont emprunter quelques minutes plus tôt. Elle le trouva dans un petit salon, discutant à voix basse avec 2 des hommes vus plus tôt. La porte était entr'ouverte, et Margot se cacha derrière une colonne, essayant d'écouter. « Les documents sont prêts, » disait l'un des hommes. « Dès qu'il signe, le transfert est automatique. »« Et il signera ?» La voix de Beaumont, froide et calculatrice. « Il n'a pas le choix, vous vous en êtes assuré. »« Parfait. Combien de temps avons-nous ?»« 1 semaine, 2 au maximum. Après ça, il découvrira tout et tout s'écroulera. » Margot sentit son cœur s'emballer. Ils parlèrent de Raphaël, c'était forcé. Mais quel document, quel transfert? « Et la fille ?» demanda un autre homme. « Peut-elle poser problème ?» Beaumont eut un petit rire sec. « La boniche, s'il vous plaît. Elle ne sait même pas à quel jeu elle joue. C'est juste un pion qu'Albuquerque utilise pour gagner du temps. Quand elle découvrira la vérité, elle s'enfuira en courant. » Margot sentit la rage exploser dans sa poitrine.
Mais elle se força à rester immobile, à continuer d'écouter. Pourtant, insista l'homme, elle a causé des ennuis à la vente et à l'audience. La chance du débutant, dit Beaumont avec mépris. Mais la chance tourne, et quand elle tournera, je m'assurerai qu'elle comprenne exactement quelle est sa place. Les hommes commencèrent à bouger, et Margot s'écarta rapidement de la colonne, retournant vers le couloir principal. Son cœur battait la chamade, essayant de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Des documents, un transfert, une semaine. Que préparait Beaumont? Elle retourna dans le salon et chercha Raphaël du regard. Il était près du bar, discutant avec un homme plus âgé. Margot s'approcha, et Raphaël remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Margot, que se passe-t-il ?»« Je dois vous parler. Maintenant. » Ils sortirent dans le jardin, dans une zone peu éclairée, loin des autres invités. Margot raconta tout ce qu'elle avait entendu, mot pour mot. À mesure qu'elle parlait, elle voyait l'expression de Raphaël passer de l'inquiétude au choc, puis à quelque chose de plus sombre. « Des documents, répéta-t-il. Quels documents? Je ne sais pas. Mais ils ont dit que dès que vous signez, un transfert est automatique, et que vous n'avez pas le choix. » Raphaël passa sa main dans ses cheveux, perdant son calme habituel. « Merde, je sais ce que c'est. »« Quoi? » Il y a un mois avant la vente, Beaumont a proposé un accord. Il a dit que si je transférais mes parts restantes de l'entreprise, il couvrirait les dettes et arrêterait les poursuites. J'ai refusé. Mais il a dû forger des documents ou trouver une faille légale, quelque chose qui me force à signer. Et si vous ne signez pas, il rendra cela public. Il me détruira pour de bon. Et Raphaël la regarda. Il essaiera de vous détruire aussi, votre famille. Margot ressentit de la peur, mais c'était une peur différente. Ce n'était pas la peur paralysante d'autrefois. C'était une peur mêlée de colère, de détermination. Alors, nous devons trouver ces documents, découvrir ce qu'ils manigancent et le dénoncer avant qu'il ne puisse agir. Margot, c'est dangereux. Beaumont ne plaisante pas. S'il découvre que vous enquêtez, il m'a déjà menacé. Il m'a déjà traité de femme de ménage comme si c'était une insulte. Il a clairement fait comprendre qu'il me considérait comme rien. Margot regarda Raphaël dans les yeux. Mais savez-vous ce qu'il n'a pas compris? Les gens comme moi survivent précisément parce qu'ils apprennent à être invisibles. Et quand on est invisible, on voit des choses que les puissants ne voient jamais. Raphaël la regarda avec un mélange d'admiration et de crainte. « Que prévoyez-vous? Je ne sais pas encore, mais je vais trouver. Et je vais trouver un moyen de retourner la situation. » Ils retournèrent dans le salon. Mais la soirée avait changé de ton. Il ne s'agissait plus seulement de survivre à l'événement. Il s'agissait de découvrir le prochain coup de Beaumont avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'ils partaient des heures plus tard, Beaumont s'approcha d'eux une dernière fois. « C'était une soirée agréable, n'est-ce pas ?»« Très, » dit Raphaël tendu. Beaumont regarda Margot. « Vous savez, mademoiselle Lefebvre, il y a un vieux dicton dans ce milieu. Celui qui n'est pas né pour manger ne doit pas vouloir récolter. Il est sage de connaître ses propres limites. » Margot fit un pas en avant. Elle en avait assez de reculer, assez d'être sous-estimée. Et il y a un autre dicton, monsieur Beaumont. Celui qu'on sous-estime a l'avantage de la surprise. On ne sait jamais de quoi on est capable avant d'être poussé à bout. Beaumont l'étudia un long moment. Puis il sourit, mais c'était un sourire sans chaleur. Intéressant. Nous verrons si vous saurez garder ce courage quand les choses deviendront vraiment difficiles. Il s'éloigna, et Margot sentit ses jambes faiblir, mais elle n'en montra rien. Elle prit simplement le bras de Raphaël, et ils sortirent ensemble. Dans la voiture, Raphaël conduisit en silence un moment. Puis il dit « Vous avez été incroyable ce soir. La façon dont vous avez géré ces gens, Beaumont, c'était incroyable. Je ne me sens pas incroyable. Je me sens épuisé. Bienvenue dans mon monde. » Margot rit, mais c'était un rire de fatigue. Elle appuya sa tête contre la vitre et regarda la ville défiler. Des lumières, des immeubles, des vies qui se déroulaient en parallèle. Et elle était là, au milieu d'une guerre qu'elle n'avait pas commencée, essayant de survivre chaque jour. « Raphaël, dit-elle tout bas. « Oui? Me faites-vous confiance ?» La question était sortie sans réfléchir, mais Margot en sentait tout le poids, car tout dépendait de la réponse. Raphaël n'hésita pas. « Oui, complètement. »« Alors laissez-moi vous aider, vraiment. Pas comme une fiancée de façade, comme une partenaire, parce que j'ai accès à des endroits où vous n'allez pas. Je vois des choses que vous ne voyez pas, et je peux découvrir des choses que vous ne pourriez jamais trouver seul. »
Raphaël la regarda, et Margot vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait pas vu auparavant, de la reddition. Pas dans le sens d'abandonner, mais dans le sens d'accepter enfin qu'il n'avait pas besoin de tout porter seul. « D'accord, dit-il, ensemble. »« Ensemble, » répéta Margot. Et c'est à ce moment-là, dans cette voiture, cette nuit-là, après avoir affronté ensemble le pire de la société parisienne, que Margot réalisa une vérité simple et effrayante. Elle était amoureuse. Pas de l'argent, pas de la sécurité, pas de la possibilité d'une vie meilleure. Elle était amoureuse de l'homme à ses côtés, de la façon dont il l'écoutait, dont il la respectait, dont il croyait en elle quand personne d'autre ne le faisait. Et cette réalisation changea tout. Car désormais, ce n'était plus seulement un accord, une stratégie, une question de survie. C'était personnel, c'était réel. Et si Beaumont voulait détruire Raphaël, il allait devoir lui passer sur le corps d'abord. Les 3 jours suivants furent une course contre la montre. Margot découvrit, grâce à Irène, que l'ancienne secrétaire de Raphaël avait été licenciée brusquement 6 mois plus tôt. Sylvie, 15 ans de maison, était partie en parlant de trahison et de mensonges. Margot eut un pressentiment. Elle trouva la femme dans un café à Boulogne-Billancourt. Des cheveux gris, des yeux fatigués mais alertes. « Alors c'est vous la fiancée », dit Sylvie avec amertume. « Bonne chance. »« J'ai besoin de vérité, pas de chance, » répondit Margot. Sylvie hésita mais finit par parler. Beaumont l'avait approchée 6 mois plus tôt, lui offrant de l'argent pour falsifier des documents. Elle avait refusé, mais il l'avait menacée avec des irrégularités passées. Elle était partie avant d'être utilisée. « Avez-vous des preuves ?»« Oui, des emails, tout, mais Beaumont est trop puissant. »« Et si ce n'était pas seulement vous? Si nous formions un front uni contre lui ?» Sylvie regarda Margot avec incrédulité. « Vous êtes soit folle, soit courageuse. »« Les deux. Allez-vous nous aider ?» Sylvie acquiesça. Avec Maître Castel et un enquêteur, Margot passa 2 jours plongée dans les emails, les documents, les tableurs. Raphaël fit aussi appel à un comptable spécialisé. Ensemble, ils commencèrent à assembler le puzzle. Et ce qu'ils découvrirent était dévastateur. Beaumont ne voulait pas seulement l'entreprise. Il bâtissait un système massif de blanchiment d'argent en utilisant des propriétés acquises lors de ventes judiciaires, y compris celles de la famille de Montfort. Il avait créé un réseau de sociétés écrans, de faux documents, de transferts illégaux, et son plan était d'utiliser Raphaël comme bouc émissaire. Les documents dont Margot avait entendu parler au club étaient des contrats forgés qui, une fois signés, transféraient non seulement les biens, mais la responsabilité légale de toutes les opérations illicites à Raphaël. Quand tout éclaterait, et Beaumont s'en assurerait, Raphaël serait arrêté, ruiné, et Beaumont s'en sortirait indemne. C'était brillant, cruel et monstrueux. « Il a détruit mon père, » dit Raphaël, regardant les papiers étalés sur la table. Il était tard et il semblait à bout de force. Maintenant, il veut me détruire. Ce n'est pas une question d'argent. Ça ne l'a jamais été. C'est une question d'effacer la famille de Montfort de l'histoire. Margot toucha sa main. Mais nous avons les preuves. Nous avons Sylvie, les emails, la trace des faux documents. Nous pouvons le démasquer. Maître Castel ajusta ses lunettes. Nous le pouvons. Mais il faut être extrêmement prudent. Beaumont a des relations profondes. Si nous ratons notre coup, il fera tout disparaître et retournera la situation contre nous. Alors quand ? Demanda Raphaël. Margot répondit. Demain. À l'assemblée des créanciers. Tout le monde sera là. La presse, les investisseurs, les partenaires. Si nous l'exposons publiquement, il ne pourra plus se cacher. Raphaël la regarda avec inquiétude. Margot, c'est risqué. Si ça échoue, ça n'échouera pas. La vérité est de notre côté, et nous ne sommes plus seuls cette fois. L'assemblée était bondée à leur arrivée. Créanciers, avocats, journalistes, curieux. Et au centre, comme toujours, Octave Beaumont, discutant avec un groupe d'hommes, en pleine confiance. Margot sentit son estomac se nouer, mais garda une expression neutre. Ils s'assirent au premier rang, Maître Castel à leur côté avec une chemise pleine de documents. L'assemblée commença par les formalités. Présentation des créanciers, discussion des dettes, propositions. Margot écoutait d'une oreille distraite, sachant que le plus important restait à venir. Puis Beaumont se leva. « Je souhaiterais faire une proposition. Je suis disposé à assumer toutes les dettes restantes de la famille de Montfort, en échange du transfert complet des actifs. Propriété, actions, droits. J'ai les documents préparés. Il ne manque que la signature de M. Raphaël de Montfort.
qu'il regarda Raphaël avec ce sourire que Margot connaissait déjà, le sourire de celui qui pense avoir déjà gagné. Raphaël se leva lentement. « Avant de signer, Monsieur Beaumont, je pense que tout le monde mérite de connaître la vérité sur cette proposition si généreuse. » Beaumont fronça les sourcils. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. »« Moi, je le sais. » Raphaël fit signe à Maître Castel, qui commença à distribuer des documents. Ces dernières semaines, avec des enquêteurs et des comptables, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. La faillite de ma famille n'était pas due à une mauvaise gestion ou à la malchance. Elle a été orchestrée, systématiquement, par vous. Des murmures parcoururent la salle. Beaumont ne bougea pas, mais Margot vit la tension sur son visage. Raphaël continua. « Vous avez racheté des dettes, bloqué des crédits, propagé des rumeurs, saboté des contrats. Tout cela pour me pousser à la faillite. Et maintenant, avec ces documents, vous vouliez faire de moi le responsable légal d'un système massif de blanchiment d'argent que vous avez monté en utilisant des propriétés acquises illégalement. C'est absurde, dit Beaumont, mais sans sa fermeté habituelle. Des accusations sans fondement. Avec fondement. Maître Castel se leva. Nous avons des emails entre vous et des intermédiaires, des documents falsifiés portant votre signature, des témoins prêts à témoigner sur la coercition et les menaces, et la trace complète de l'argent, montrant comment des propriétés ont servi à blanchir des fonds illicites. Le silence était absolu. Les journalistes commencèrent à prendre des photos, à noter furieusement. Beaumont regarda autour de lui et pour la première fois, Margot vit de la peur dans ses yeux. Margot se leva à son tour. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Je sais que beaucoup me voient comme déplacé, quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et vous avez peut-être raison, mais c'est justement parce que je viens de l'extérieur que j'ai vu ce que vous ne voyez pas. J'ai vu comment il utilise la peur pour contrôler les gens, comment il menace, manipule, détruit. Et j'ai vu qu'aucun d'entre vous n'a eu le courage de l'affronter. Elle regarda l'assemblée. Mais il n'est puissant que parce que vous le permettez, parce que vous acceptez son jeu, parce que vous restez silencieux quand vous devriez parler. Beaumont fit un pas. « Tu ne sais rien, gamine ?»« Si, je sais, » répondit Margot ferme. « Je m'attaque à un homme qui a bâti un empire sur les mensonges et la peur. Mais les mensonges ne durent pas. Et la peur ne marche que quand les gens croient qu'ils n'ont pas le choix. » Elle regarda Raphaël. « Moi, j'ai fait un choix. Je suis resté à ses côtés quand personne d'autre ne le faisait. Et j'ai découvert que parfois, la plus petite chose, une pièce d'1 €, un geste de courage, peut tout changer. » La salle explosa. Beaumont tenta de se défendre, mais les preuves étaient accablantes. Les avocats s'écartèrent, les partenaires nièrent toute association, les alliés reculèrent. En 1 heure, c'était fini. La police fut appelée, des enquêtes ouvertes. Beaumont sortit escorté et pour la première fois, il semblait petit, vaincu. Raphaël attira Margot dans une étreinte serrée. « Vous l'avez fait, vous l'avez vraiment fait. »« Nous l'avons fait, » corrigea Margot, la voix étouffée contre sa poitrine. « Ensemble. » Ils restèrent ainsi un long moment, ignorant les caméras, les reporters, le chaos environnant. Quand ils se séparèrent, Raphaël prit son visage entre ses mains. « Je dois vous dire quelque chose, maintenant avant de perdre mon courage. » Margot sentit son cœur s'emballer. « Quoi ? Cela a commencé comme une stratégie, comme un accord. Mais c'est devenu la chose la plus réelle de ma vie. Vous êtes la chose la plus réelle de ma vie. Je sais que nous avions convenu que vous pourriez partir quand tout serait fini, mais je ne veux pas que vous partiez. Je veux que vous restiez, pas comme ma fiancée de façade, comme ma véritable partenaire, comme la femme que j'aime. » Margot sentit des larmes brûlantes couler. « Raphaël, je sais que c'est compliqué, que vous avez raison de douter, d'avoir peur, de penser que c'est juste l'intensité de la situation, mais je suis sûr depuis le jour où vous avez brandi cette pièce ridicule et changé ma vie entière. » Margot rit à travers ses larmes. « Vous me demandez de vous épouser pour de vrai ? Parce que si c'est le cas, sachez que je resterai qui je suis. J'irai voir ma mère, je trouverai les prix de votre monde absurde, je vous reprendrai quand vous aurez tort. » Raphaël sourit, et c'était un sourire léger, libre, authentique. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. Alors oui. Margot sentit quelque chose s'ouvrir en elle, comme une porte verrouillée depuis des années trouvant enfin sa clé. « Oui, je reste. Oui, je vous aime. Et oui, c'est encore la chose la plus folle que j'ai jamais faite. » Ils s'embrassèrent là, dans la rue, sous le soleil de Paris, sous les flashs des reporters et les regards des passants.
Et Margot sentit qu'enfin, après une vie passée à être invisible, à être traitée comme moins que rien, elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait totalement, pas malgré ce qu'elle était, mais pour ce qu'elle était. Les mois suivants furent consacrés à la reconstruction. Beaumont fut inculpé pour blanchiment d'argent, fraude et coercition. L'entreprise de Montfort se redressa, Raphaël mettant en œuvre des changements profonds, apportant de la transparence, ouvrant la voie à des voix autrefois ignorées. Margot devint une partie intégrante de sa vie, non pas comme une épouse décorative, mais comme une partenaire active, apportant sa perspective unique, sa sensibilité aux injustices. Madame Cécile se rétablit grâce au traitement approprié. Clément s'épanouit, découvrant des talents qu'il n'avait jamais eu la chance de développer. Et Margot découvrit qu'elle pouvait garder son essence tout en naviguant dans ce nouveau monde. Elle n'avait pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, elle avait juste besoin d'être elle-même avec plus de force, plus de voix, plus d'espace. Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, mêlant le formel et l'intime. Il y avait des invités de la haute société, mais aussi les collègues femmes de ménage, les voisins de Saint-Denis, des gens qui avaient toujours fait partie de sa vie et qu'elle n'allait pas abandonner. Quand elle remonta l'allée dans sa robe simple mais élégante, elle vit Raphaël l'attendre, les yeux brillants, et elle sut qu'elle avait pris la bonne décision. Dansant lors de la fête, Raphaël murmura « Vous savez que ce sera difficile, n'est-ce pas, de réunir 2 mondes si différents. »« Je sais, » répondit Margot. « Mais nous avons déjà prouvé que nous pouvions faire des choses impossibles, une pièce d'1 euro contre tout un empire. Si nous avons fait cela, nous pouvons tout faire. » Raphaël rit et la fit tournoyer. « Cette pièce, je ne l'oublierai jamais. »« Je l'ai gardée, » admit Margot. « Je l'ai récupérée après l'audience, elle est dans mon tiroir. Mon rappel que parfois le plus petit geste peut changer tout un destin. Notre pièce de la chance. Notre pièce du courage. » Ils dansèrent entourés de gens qui avaient appris à respecter cet amour improbable, qui avaient vu comment 2 personnes de mondes opposés pouvaient non seulement se rencontrer, mais se transformer mutuellement. Et quand la nuit s'acheva, Margot ressentit une gratitude profonde. Pas seulement pour Raphaël, mais pour le chemin parcouru, les batailles gagnées, le courage trouvé l'un dans l'autre. Des années plus tard, ils raconteraient à leurs enfants. Il était une fois une pièce d'1 euro qui valait plus que tous les empires. Elle contenait du courage, de la dignité et le refus d'accepter l'injustice. Et c'est cette pièce qui a changé 2 vies. Margot, qui avait commencé invisible et sous-estimée, découvrit qu'elle avait toujours eu de la valeur. Elle avait juste besoin de quelqu'un pour la reconnaître. Raphaël, entouré de pouvoir mais vide, apprit que la force vient de celui qui reste quand tout s'écroule. Ensemble, ils reconstruisirent non seulement une entreprise ou une réputation, ils reconstruisirent la conviction qu'il était possible d'avoir de l'amour sans humiliation, un partenariat sans inégalité, une union sans perte d'identité. Et ils prouvèrent que parfois,